Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Si les portes de la perception étaient libérées, chaque chose apparaîtrait à l'homme comme elle est, infinie. William Blake. Deus cujus templum et omnide quod conspici. Ce Dieu dont le temple est tout ce que tu vois. Cicéron, de Republica VI 15. Cité par Jean-Luc Marion in Dieu sans lettres. Je me demande ce que je dois faire. Vous dire la vérité ou me taire par crainte de provoquer votre haine? Je pense que le mieux est de dire la vérité, bien que vous en vouliez. Plus à ceux qui critiquent le mal qu'à ceux qui l'ont causé. Isocrate, cité par Polymodinos. En exergue de Chypre, le dur chemin de l'histoire. Avant-propos. Une amie m'a dit. Vous savez, nous faisons partie désormais de la catégorie sociale des très vieux. À vrai dire, je ne m'en étais pas encore aperçu. Pourtant, démarche typique de mon âge, me voici devant mon écritoire, ou plutôt mon ordinateur, à tenter de rassembler mes souvenirs, moi qui n'ai jamais tenu aucun journal. Attention, il me faudra éviter de paraître à la fois prétentieux en voulant être important, et ennuyeux à force de détails comme le sont certains dans leur mémoire. Pour ma part, je chercherai d'abord à comprendre ce qui m'est arrivé dans le kaléidoscope qu'a été ma vie, celle d'un homme devenu diplomate et qui a voulu aussi être peintre. L'expérience a été passionnante de bout en bout et j'espère qu'en me lisant, ô mon lecteur, mon frère, tu pourras un peu toi-même y participer. Il s'agit donc pour moi de traiter à la fois de mon expérience du métier diplomatique et de mon aventure personnelle dans le domaine de la création artistique. Les événements récents de Tunisie nous ont suffisamment montré combien le rôle du ministère des Affaires étrangères pouvait être méconnu dans notre pays, y compris chez certains responsables politiques. En mettant à nu les ressorts et les conditions de notre action, ce livre peut donc être utile. Il a été rédigé avec toute l'objectivité et la franchise dont peut être capable celui qu'on appelle chez nous un agent. Les développements relatifs à l'activité artistique sont dédiés quant à eux, à tous ceux qui s'intéressent à la peinture. Le regard du peintre. Il n'est que de se souvenir de celui perçant, de Picasso ou plus serein, de Matisse observant une colombe. Le peintre est simplement doué d'une grande sensibilité visuelle, ce qu'il voit, il cherche à le reproduire, consciemment ou non, par divers moyens. Chacun de nos deux conquérants de l'univers de la peinture, oubliant la vision si variée des maîtres qui l'ont précédé, invente et révèle à son tour un regard unique, invincible, sur le réel. À la Brooklyn Academy of Music, j'ai eu la chance autrefois d'assister à l'une des deux premières et seules représentations aux États-Unis de Deaf Man's Glance. Bob Wilson était un peintre qui voulait transformer la peinture en un théâtre parcouru d'événements visuels fulgurants. Le regard du sourd est un tableau surréaliste, un tableau vivant et muet. La surdité, dit-on, développe par compensation le sens de la vue. 2 ou 3 ans plus tard, à Rio de Janeiro, je reçois à la résidence Bob Wilson et son jeune protégé schizophrène. On aperçoit le pain de sucre à travers la baie vitrée. Le metteur en scène l'interroge à ce sujet, lui fait décrire ce qu'il voit, prend des notes. Plus tard, il lui demandera, en guise de thérapie, d'interpréter sur scène ses hallucinations. Si j'observe attentivement aujourd'hui les fleurs, toutes les fleurs, les couleurs assemblées au cœur de leur corolle, je suis toujours frappé de la justesse infaillible de leur composition. Une harmonie préétablie, est-elle dans la nature ou bien seulement dans le regard de l'homme? Peut-être, aurait dit Pythagore, partageons-nous ce don divin avec la nature. En philosophie, j'ai toujours résisté devant la théorie de la perception chez David Hume. Je ne peux me résoudre à douter de l'existence du réel, ce serait en même temps douter de l'éternité. La beauté est la parole de Dieu. Un jour, devant notre maison de la Montagne Noire, j'ai trouvé la pelouse sous le soleil brillant du matin constellée de pierreries multicolores. Si je bougeais la tête, modifiant un tant soit peu mon angle de vue, elles échangeaient instantanément entre elles leurs couleurs. La diffraction de la lumière à travers les gouttes de rosée restituait pour moi la prairie féerique de Charles d'Orléans. Un autre jour, observant de merveilleux nuages qui venaient du nord-ouest, je les vis dans leur course s'évanouir comme par enchantement sous l'effet d'un vent marin du sud-est qui s'était levé soudainement. Le ciel était devant moi le théâtre de l'un des phénomènes magiques dont il est coutumier.
Le monde est plein de ces visions sublimes qui passent parfois inaperçues. Pourtant, dans mon enfance, elles pouvaient me fasciner au point, nous le verrons, de rester jusqu'à aujourd'hui gravées dans ma mémoire. L'émerveillement muet devant la nature, véritable sentiment mystique de la lumière, est sans doute à l'origine de ma vocation à la peinture. Quant à mon activité officielle, mon autre parcours, les sociologues vous diront sans doute qu'on peut les expliquer par les gènes, par mes racines familiales et le milieu social de ma formation. J'ai sous les yeux une photo jaunie de ma famille corse, qui date d'avant la Première Guerre mondiale. Mon grand-père Jean-Dominique Paolini, instituteur en Faux-Col de la Troisième République, est entouré de sa femme Maria Laetitia Ciosi, la grand-mère que je n'ai pas connue, et de ses enfants, mon père Christophe, mes oncles Pierre et André portant tous les trois l'uniforme du lycée de Bastia, mes tantes, Toussainte, Marie, Anna et Emma qui, la pauvre, mourra prématurément. Toute cette génération émigrera vers le continent pour entrer dans la fonction publique. L'enseignement, l'armée, l'administration coloniale, les contributions directes et même l'octroi de Paris. Mon père, engagé volontaire à 17 ans en 1914, combattra dans le 173e d'infanterie régiment corse, toujours en première ligne comme les troupes coloniales, à Verdun, au Mort-Homme, aux Éparges. Blessé 2 fois, gazé, la croix de guerre avec 2 citations, la Légion d'honneur. Après Saint-Mexan, il sera envoyé comme officier instructeur à l'école des cadets de Varsovie, au fort de Modlin où était aussi affecté le capitaine de Gaulle. Là, il rencontrera une jeune fille appartenant à une famille de Mazovie, Léocadia Kouska, ma future mère. Il l'épousera, sans avoir demandé l'autorisation de la hiérarchie militaire. Il sera traduit pour cela en conseil de guerre, et finalement exclu de l'armée. De retour à Bastia avec son épouse, il postule un emploi auprès de l'Éducation nationale. On lui propose celui de surveillant général au collège d'Avesnes-sur-Helpe qu'il accepte, décidant ainsi de sa carrière. Il termine alors ses études, une licence de lettres, le diplôme de l'école des langues orientales, mention polonais. Je dis tout cela car je veux rappeler le souvenir de mon père, cet homme sévère qui pourtant était aimé de ses élèves. Il resta toute sa vie physiquement et moralement marqué par la Grande Guerre. Je me souviens encore des terribles épisodes du combat dans les tranchées, qu'il ne pouvait s'empêcher d'évoquer devant nous. Je lui rends hommage aujourd'hui, car il a su protéger sa famille des désastres et des tourments de l'époque. Très tôt il comprit que le retour de la guerre était inévitable, et dès 1937, demanda et obtint son changement pour le Midi. Et puis plus tard en 1943, quand à Nîmes la police de Vichy m'inscrivit sur la liste des otages, il réussit très vite à se faire muter à Louis-le-Grand à Paris. J'avais toujours vécu jusque-là un peu à part dans la société dont nous étions assez isolés, du fait que nous habitions toujours au collège ou au lycée, où mon père exerçait ses fonctions. La famille était close sur elle-même, et nous vivions un peu en immigrés. La plupart des amis de mon père étaient des compatriotes, et j'entendais autour de moi retentir leur parler corse aux tonalités méditerranéennes. Mais je retrouvais aussi à d'autres moments la douceur et les sonorités slaves de la langue maternelle. Le goût des langues m'est sans doute venu de là. Cela paraît difficile à dire aujourd'hui, mais j'avais bien l'impression parfois d'être un fils d'immigré. Comme pour le Char Bovary de Flaubert, un jour mon nom souleva des rires dans la classe quand je me levai pour me présenter à la rentrée du 1er octobre. J'ai été habitué ainsi dès l'enfance à vivre un peu à part, tout en participant aussi de quelque manière à la société. De là m'est venue une timidité qui a longtemps duré, m'a nui sans aucun doute et fait perdre aussi des amitiés. Il en est resté une sorte de discrétion naturelle, une attitude de réserve qui m'a été utile pour vivre et travailler à l'étranger. Revenons à 1943 qui fut partout et pour tout l'année la plus terrible. Je peux dire que mon sentiment de solitude était alors à peu près total. De ce point de vue aussi, notre arrivée à Paris m'a peut-être sauvé. J'envisageais alors d'entrer à mon tour dans l'enseignement, et terminer à la Sorbonne en 1944 une licence de lettres commencée à Montpellier. Mais en étudiant les institutions britanniques pour le certificat d'études pratiques d'anglais, je me pris de passion pour les sciences politiques, décidai de suivre le cursus de l'école de la rue Saint-Guillaume et les enseignements de la faculté de droit. C'est tout naturellement qu'après ces années laborieuses, je me suis présenté au concours d'entrée à l'École nationale d'administration récemment créée.
Ma famille et toute mon éducation m'y conduisaient. Il faut d'ailleurs noter que ma sœur Emma Vladislava et mon frère Joseph ont fait carrière l'une en qualité d'intendante universitaire, et l'autre comme directeur à la Caisse centrale de la France d'outre-mer. Tous les membres de ma famille se sont donc voués d'une manière ou d'une autre au service de l'État. La notion de service public, avec ses règles fondamentales d'objectivité, de désintéressement personnel et de neutralité politique, aura dominé toute notre vie professionnelle. Prologue, une exposition de peinture. L'ambassadeur se tenait debout près de l'entrée, devant le triptyque bleu, devant cette mer lumineuse où la pensée est née, devant le lieu de la Genèse où du fond des millénaires, le mythe a surgi parmi les roches émergées, rejeté au temps géologique dans un cataclysme de feu vers le ciel, le rocher de Vénus. Derrière et autour de lui, dans la première salle, l'image multipliée de l'idole de terre cuite, la déesse mère future Astarté phénicienne qui sera hellénisée ici en Aphrodite, et rayonnera d'est en ouest sur toute la Méditerranée avant de se confondre avec la Vénus romaine, et la déesse, traversant la Renaissance italienne, viendra de gloire en gloire inspirer pendant des siècles les poètes de tout l'Occident. C'est à elle qu'il veut rendre hommage aujourd'hui, l'ambassadeur, en même temps qu'à l'île de Chypre où elle est née et au peuple grec en qui elle s'est incarnée. La deuxième salle est tout entière investie par les images du Troodos. La montagne sacrée domine à l'ouest toute l'île avec son mont Olympe et ses pins majestueux qui règnent seuls sur le roc au-dessus de 800 mètres, composant l'une des plus belles forêts d'Europe. Ces arbres singuliers, aux gestes parfois étrangement évocateurs apparaissent sur toutes les cimaises. Et sur les murs, entre les toiles exposées, des sous-verts offrent à la lecture dans une grande cursive noire sur fond blanc élégamment incliné, de courts poèmes, notamment le lieu de la Genèse qui est comme le triptyque, une évocation du rocher de Vénus. Sur la table près de la porte d'entrée, 2 piles de brochures bleu clair au titre mauve, Chose de Chypre, qui pria. Le texte est publié avec sa traduction juxtalinéaire en grec. Nous sommes à Nicosie, le 11 janvier 1989, dans la galerie Gloria où l'artiste a voulu, avant son départ, présenter ses œuvres personnelles de peinture et d'écriture dans une exposition privée qu'il dédie à Chypre, ses peintres, ses poètes. Le recueil de poésie est un hommage au président de la République de Chypre. Près de l'auteur, présence élégante et familière, son épouse accueille les invités avec une chaleur naturelle à laquelle le personnage officiel qu'il est ne peut prétendre. Il est pourtant détendu, pleinement heureux, l'ambassadeur. Il se sent aujourd'hui plus artiste que diplomate et le laisse paraître jusque dans son habillement un peu moins strict que d'habitude, nuance qui n'échappera pas à un journaliste aussi avisé que Georges Lanitis, du Cyprus Weekly et du Diplomatiste. Les invitations ont été lancées par la galerie Gloria sans mentionner ses fonctions, mais la presse a voulu aussitôt l'interroger sur son art et il ne s'y est pas refusé. Puis elle s'est emparée de l'événement et l'a abondamment annoncé. Dans la galerie, la foule est déjà nombreuse et animée. Après avoir salué l'ambassadeur, elle se presse autour des tableaux et l'on perçoit comme un bourdonnement de commentaires. Certains invités reviennent échanger quelques mots avec l'artiste, ouvert, présent pour chacun. Toute son attitude témoigne d'une grande attention pour ces Grecs chypriotes, très bruns, très malins, fidèles en cela au type éternel d'Ulysse, bavards dans leur langue qui depuis 3000 ans a varié mais demeure fondamentalement la même, aussi fine et déliée. En grec moderne, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle grammaticale, mais souvent la règle confirme l'exception. Ils ignorent la laïcité et leurs églises, pour eux familières, sont fréquentées avec une grande liberté. Rien n'est pesant chez eux, tout semble facile et naturel même au prix de longues palabres. Ils sont ainsi, pense le diplomate dans la sympathie qui l'anime, et nous sommes de la même fibre, car il est resté quelque chose de la subtilité des anciens Grecs et de leur tergiversation dans notre langage, pourtant recadré par la logique romaine et au fond jusque dans nos mœurs. Il les voit, ces Grecs chypriotes comme étrangement différents de nous mais aussi étrangement semblables. À l'exposition, ils se montrent intéressés, curieux, détendus et heureux. Il règne dans les 2 salles, maintenant pleines, un sentiment de liesse légère et de chaude amitié autour de l'ambassadeur et de sa femme. Certaines personnalités, ministres, hommes d'affaires et leurs épouses, d'abord surprises, viennent féliciter l'auteur. Celui-ci appréhendait un peu la réaction de ses collègues diplomates. Allait-il lire dans leurs yeux une lueur amusée un peu moqueuse manifestant quelque discrète désapprobation ? Tout au contraire, l'anglais, l'américain très cordiaux, ne cachent pas leur plaisir.
La nouvelle chinoise, très excitée, ne cesse dans son anglais saccadé d'évoquer la culture française et ne modère pas son éloge. Mais la réaction qui le touche le plus est celle de son collègue allemand et de son épouse. Ils paraissent vraiment enchantés. Étant eux-mêmes des musiciens organisateurs de concerts mémorables, ils trouvent l'initiative culturelle française formidable. Gloria Cassianides, la géniale propriétaire de la galerie, se déplace, s'affaire auprès du public dans les 2 salles déjà combles. Les artistes peintres, quant à eux, se montrent toujours assez discrets lors d'un vernissage, mais Glyn Hughes, le peintre abstrait et critique d'art, n'hésite pas à venir encourager l'auteur. Une jeune artiste reconnue vient aussi lui dire qu'elle le voit tout en bleu, comme son triptyque. Quel honneur pense-t-il de pouvoir être identifié par le bleu, après Majorelle, après Yves Klein. À présent les gens se pressent, s'écrasent dans la galerie. Ils débordent largement devant l'entrée dans la rue, heureusement peu passante. Voici qu'arrive, sans grande escorte, simplement, le président Georges Vassiliou et son épouse. Ils sont accueillis par l'ambassadeur et sa femme, et par Gloria la galeriste. Vassiliou est un homme souriant, ouvert, un esprit d'une grande vivacité et d'une gentillesse que n'a affecté en rien l'importance de ses nouvelles fonctions. Il émane de ce couple une chaleur humaine que chacun peut ressentir. Aussitôt, le silence se fait et le président prend alors la parole. Mon cher ambassadeur, madame, mesdames et messieurs, comme vous le savez, je n'accepte pas en général de venir inaugurer des expositions individuelles. Une circonstance particulière m'amène cependant aujourd'hui à faire une exception. Un ambassadeur dont l'inspiration et la sensibilité le portent au-delà du domaine diplomatique et politique, a aussi le talent de s'exprimer sous d'autres formes universellement reconnues. En effet, il est peintre et poète. C'est un trait que l'on retrouve dans notre tradition diplomatique, une caractéristique de la culture hellénique et plus généralement méditerranéenne. Ainsi des diplomates tels que Séphéri et Modinos ont pu marquer notre patrimoine culturel de leur empreinte personnelle. Ce qui nous touche beaucoup dans le cas présent, c'est que l'ambassadeur de France aime notre pays. Pendant les quelques années qu'il a passées à Chypre, il a su aimer les couleurs de la terre blanche, de la mer traversée d'un fil bleu, d'un fil vert, d'un fil violet rompu, invisible et présent, du ciel au bleu insaisissable. Des couleurs tout aussi belles sont présentes dans ses tableaux, comme dans les images et les métaphores de sa poésie. Mais l'ambassadeur apprécie tout autant l'histoire et la culture de Chypre. Il apprécie ses hommes, le combat qu'ils mènent pour les principes de liberté et de justice, principes auxquels il est lui-même fortement attaché en tant que Français. Dans sa position de diplomate, il a été pour nous un véritable ami. Il continue de nous apporter son aide aujourd'hui en lui donnant une autre dimension dans une œuvre artistique qui appelle « L'homme lointain à chasser l'horizon de pierre » cet horizon qui pèse si lourdement sur Chypre. Et maintenant, je déclare ouverte l'exposition de notre ami, l'ambassadeur de France, JDP. Il a eu, de plus, la gentillesse de me dédier son beau recueil de poésie, ce dont je le remercie très vivement. Et je tiens pour finir à vous rassurer tout à fait, mon cher ami, car si pour certains mon île n'est pas la leur, à vous personnellement je peux dire, mon île est bien la vôtre. 3. Le président fait le tour des salles avec l'ambassadeur, l'interroge sur tous les sujets, marque une préférence pour les arbres du Troodos. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire à propos des tableaux et des poèmes présentés, et la galerie est pleine et bruyante comme une ruche. Les annonces de la presse, nombreuses, Tanea, Cimerini, Philefteros, Aravni, Cyprus Mail, etc. Aussi la personnalité bien connue de l'artiste qui donne un caractère exceptionnel à l'événement. Tout cela a aiguisé la curiosité du public, venu nombreux au vernissage. L'ambassadeur de France écrit des vers sur Chypre dont il peint aussi les idoles, les sites et les arbres, titré Ambrose en gros caractères le 8 janvier. Quant au Philefteros, il publiait le même jour en pleine page, avec des photos, une interview de JDP dans sa résidence de Strovolos sous le titre « Comment un ambassadeur français trouve son inspiration à Petra Touromiou, le rocher de Vénus ». Pour un artiste, nous dit-il, l'expérience de Chypre est unique car on y voit partout la culture et la nature vivante se mêler. À Chypre, le mythe est présent dans le paysage. Selon l'ambassadeur, l'appel à la création artistique que l'on ressent partout dans l'île pourrait expliquer le nombre élevé de ses peintres et de ses poètes. Il estime enfin qu'il y a quelque chose de commun entre le long travail réfléchi de l'artiste et le professionnalisme qu'exige le rôle de diplomate.
Le premier devoir d'un diplomate n'est-il pas d'essayer de comprendre le monde, les hommes et le pays où il sert ? Une telle attitude convient parfaitement aussi à l'artiste aux prises avec la réalité. Il n'y a donc aucune antinomie, dit-il, entre l'exercice de son métier et la production parallèle d'une œuvre d'art. Mais c'est Glynuk qui, sous le titre JDP, Ambassador of Art publié dans le Cyprus Weekly du 5 janvier l'analyse artistique la plus poussée. Nous nous trouvons en ce moment, écrivait-il dans son reportage, devant un triptyque de mer, de ciel et de formations rocheuses qui se dressent dans la lumière. Les rochers évoquent aussi subtilement d'autres formes. Toutes les peintures de JDP que j'ai vues présentent cette rare transcendance au-delà du caractère apparemment ordinaire du sujet. L'artiste est persuadé que les mythes sont présents dans la nature, et durant les quelques années de son séjour ici, il s'est senti entouré de leur magie légendaire. L'énigme du paysage chypriote a donné lieu chez lui à quelques remarquables peintures post-abstraites. Ces paysages du Troodos sont les plus neufs qu'il m'ait été donné de voir. Serait-il donc possible que JDP ait réellement lancé le premier mouvement artistique postmoderne, ici à Chypre ? Même ces délicieuses déesses sont d'une sensualité et d'un esprit tout à fait contemporains. Et Hugues de rappeler les précédentes expositions du peintre, ainsi que les prix de peinture qu'il a créés ici comme en d'autres pays afin d'encourager de jeunes artistes. Pour l'ambassadeur, l'exposition de Chypre restera comme un événement majeur de son existence et sans doute aussi comme le point culminant de sa carrière où ses deux vocations parallèles se sont trouvées conciliées. Il n'adressera, bien entendu, aucune dépêche officielle à Paris sur cet événement personnel. Dans son rapport de fin de mission adressé au ministre, il se contentera de dire que pour rendre un dernier hommage à Chypre, il aura voulu employer la forme d'expression qui lui était la plus personnelle, et il indiquera que le président Vassiliou a tenu à venir lui-même inaugurer l'exposition dédiée à son pays. Cette exposition l'aura rendu en tout cas très populaire à Chypre, et lorsqu'il reviendra plus tard profiter du bord de mer à Agios Elias, il arrivera que des gens le reconnaissant dans la rue viennent lui manifester leur sympathie. Quelques années plus tard, à la bibliothèque byzantine du Collège de France à Paris, un étudiant préparant une thèse de doctorat sur la langue d'Aio Néophytos, célèbre saint chypriote du début du XIIIe siècle, viendra se présenter à lui spontanément pour lui dire combien il avait aimé sa poésie. Chapitre 1 L'enfance des images, l'ancrage des rêves. La maison où je suis né, il ne m'en souvient guère. J'avais 2 ans quand nous l'avons quittée. Et pourtant, je la reconnais. J'aime son allure simple. Un peu sévère, parce que classique et isolée. C'est un vestige qui se détache sur le ciel, près du pont Rouge, à Avène. J'ai fini par lui ressembler comme je ressemble aussi, paraît-il, à l'abbaye de Jumièges. Au collège d'Avène-sur-Helpe, en classe enfantine. La petite fille assise au premier rang devant moi attire mon regard, toute mon admiration. Elle s'appelle Christine Juillet, elle a 4 ans. En classe, un jour, j'apprends qu'elle est morte de la scarlatine. Je prends un crayon et je trace gauchement sur le papier son fin visage encadré d'anglaise brune. Je le coiffe d'un voile de mariée. Ce fut mon premier dessin, je l'ai gardé longtemps. Je n'en ai pas fait d'autres pendant des années. La nuit, les murs de ma chambre au 2e étage s'animaient d'un lent carrousel de lumière à mesure que passait en contrebas un train étirant son cortège de wagons cahotant dans la puissance du cri. De cette même fenêtre, un jour de Pâques, j'ai vu les cloches s'envoler vers Rome, laissant des œufs au dessin brillant dans nos casquettes posées sur le rebord. Les promenades solitaires à bicyclette à travers la campagne si riante de l'Avesnois. J'avais 7 ou 8 ans et j'accédais seul au lieu secret où, miracle permanent, une eau pure et profonde ne cessait de sourdre d'un grand bassin de pierre au bord de la route. La Vistule. Le dernier jour des vacances, je traversais le verger de mon grand-père jusqu'au bord escarpé au bosquet feuillu d'où se découvre soudain la majesté du grand fleuve. Des étendues immenses de sable et d'eau, des bancs dorés, des canaux, des courants laissés et délaissés par l'été, et au loin, le grand chenal où parfois passent des paquebots. J'ai pêché avec mon oncle des poissons bleus dans ces flaques. J'ai vu le soir, les chevaux venir boire, et j'ai senti plus d'une fois une présence invisible dans le labyrinthe des bosquets du haut. Avec des cailloux et du sable mouillé, j'inscris sur un rocher qui affleure mon fragile adieu. D'autres journées d'été à Grand-Fort-Philippe. Il faut d'abord traverser toute la Flandre. Après les cônes noires des terrils et les petites maisons accolées des corons,
c'est bientôt la plaine qui tapisse le paysage resplendissant de verdure et d'or dans le soleil vespéral. Cette image persistera longtemps dans ma mémoire, et me fera comprendre un jour la grandeur de l'école flamande. Enfin, la mer du Nord et ses eaux froides battant vert et ocre, écumant contre la jetée aux piliers de bois. Toujours le train. À cette époque, il marque tous les souvenirs importants. Cette fois, nous quittons Avesnes en famille pour toujours. Dans le compartiment voisin, nous rencontrons le jeune député du Nord Léo Lagrange que mon père a fait élire avec l'aide de son collègue et ami Bécard. Il va lui aussi vers son destin. Ma mère au beau visage de Marlène polonaise, c'est-à-dire empreint de douceur et de force morale, je lui dois tout, bien sûr, mais je lui dois aussi ma sensibilité. Je me souviens enfant, quand elle chantait aux réunions de famille, sa voix d'opéra me bouleversait au point que je devais me réfugier sous la table pour pouvoir l'écouter. Quant à mon père corse à l'autorité romaine, il m'a légué son sens de l'administration et un peu de son austérité. Ma vie tient sans doute dans ce contraste simultané. Compiègne pour moi, c'est d'abord le collège où j'ai passé 6 années de mon enfance qui m'ont formé. Je me souviens de mon émerveillement en 9e pendant la projection des petits films instructifs de Madame Le Tonturier. En 8e, j'ai appris à fond les règles de base ainsi que la tenue en classe, le comportement physique. Les mains présentées sur les pupitres le matin pour l'inspection des ongles recevaient quand il le fallait les coups de règle de Madame Henry. On devait se tenir droit pour écrire et pour lire le livre posé sur un support pliable en carton. J'ai redoublé cette classe et je lui dois beaucoup. Passer en 7e chez Mel de Vienne, c'était accéder au niveau supérieur. La discipline y était intellectuelle, une école de maîtrise pour l'orthographe, la grammaire et le calcul. L'année se terminait par 2 épreuves initiatiques séparées. Le certificat d'études qu'on allait passer à Beauvais, et l'examen d'entrée en 6e. Compiègne pour moi, c'était aussi la forêt, le parc du château où nous allions en famille nous promener le dimanche. Devant la façade aux 2 colonnes, l'allée des Beaumonts s'ouvrait au-delà du parc à travers la forêt jusqu'à l'horizon. Nous allions cueillir des cèpes sous les chênes à la saison. Parfois je me joignais à la sortie en groupe des internes, ou bien je partais seul pour des expéditions dans les halliers de lilas où je retrouvais cette présence invisible qui est l'âme de la forêt. En classe, l'étude du latin, de l'antiquité, du français, de l'anglais allait me marquer pour la vie en m'apprenant la formation et la structure du langage. Mon oreille s'était déjà faite à 5 ou 6 ans, quand je suivais les cours de polonais que mon père donnait aux enfants des mineurs du Nord. En dessin, on me demanda pour la première fois de reproduire ces copies d'antiques que j'allais retrouver durant toute ma vie scolaire. Quand Monsieur Duvillier, petit homme strict à la barbe fleurie, passait dans les gradins pour nous corriger, la souplesse de sa main dont le crayon semblait faire partie et dansait à fleur de papier me fascinait. Le collège était mixte. Il y avait quelques filles en 6e. Une blonde, une brune, la féminité même en somme. Un garçon de 11 ans hésitait entre elles, ne pouvait se départager. Depuis la 8e, eux étaient avec lui, son égal, sa sœur, plus vive que lui. Il restait isolé, il ne l'a jamais vue en dehors du collège. Les feux de la Saint-Jean n'étaient pas pour lui. Il ne lui a pas parlé, ces choses-là n'avaient pas besoin d'être dites. Seul comptait le sentiment qui allait l'emporter. Et soudain ce fut le départ pour Nîmes, le fil rompu. Son père voyant venir la guerre avait obtenu son changement. Fin du Vert Paradis. Au lycée de garçons, pour l'adolescent la nostalgie est dure et perdure, intérieure alors que le monde s'ouvre à lui en pensée, les humanités classiques dans une ville romaine. 5 ans plus tard, un beau jour, vient faire une visite à son père. Après l'exode, elle est venue vivre à Uzès avec sa mère. Il la contemple assise dans le salon, belle plante, à 16 ans mûre et sûre d'elle déjà. Elle reviendra le voir, ironie du sort avec la brune. Déception, occasion perdue. Ils passent le bac ensemble à Nîmes, avec le même succès. Leurs routes resteront séparées, malgré les rencontres, comme des parallèles qui se rejoignent à l'infini. À la fin de ses études secondaires, il décroche le prix d'honneur pour lequel il choisira les poésies de Paul Valéry, mais sa grande fierté sera d'être couronné par l'Académie racinienne qui lui offre le récit, en grec et en français, des voyages de Pythéas le Massaliote autour de l'Afrique. Chapitre 2, au Maroc. Au concours d'entrée à l'ENA,
Je m'étais présenté, compte tenu de ma spécialisation juridique, pour la section d'administration générale, ce qui, à l'époque, ne donnait pas accès au ministère des Affaires étrangères. À la fin de la 2e année, mon classement m'offrit la possibilité d'opter pour le contrôle civil du Maroc, ce qui m'ouvrait un métier alors assez prestigieux. Les contrôleurs civils étaient placés auprès des autorités locales marocaines afin de les accompagner, de les contrôler, mais ils étaient tenus de les respecter comme le protectorat devait respecter l'État chérifien IV. De plus, cette administration française était rattachée au ministère des Affaires étrangères et non à celui des colonies. Tels étaient le style et le type d'administration qu'avait voulu Lyautey pour ce pays. Après les années universitaires, après l'école, je fus heureux de me retrouver au Maroc. J'ai aimé ce pays et ses hommes fiers dont j'avais appris la langue. Ce furent pourtant des années troublées entre le départ du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef et son retour. Forte expérience pour mes débuts, d'avoir à contrôler l'autorité tranquille du caïd de la tribu d'Esfafa à Mohamed Ben Abbès et la subtilité du califat Abdelhak des Beni Hassen, à Sidi Slimane du Rarb. Je me revois encore devant la tente que l'on montait spécialement ce jour-là derrière nos bureaux. Je porte l'uniforme et la casquette aux feuilles dorées de contrôleur adjoint. Je suis assis à la droite d'un caïd impressionnant de dignité dans son grand burnou blanc, et je m'efforce de suivre, avec l'aide occasionnelle de notre interprète algérien qui lui, est vêtu d'un complet veston et coiffé d'un fez, les palabres véhémentes de 2 fellahs accroupis à terre devant nous. C'est une justice élémentaire, quasi biblique mais contradictoire qui était rendue au cours de ces chicayas. Le chef de la tribu réglait ainsi, souvent avec sagesse, certains litiges ou des querelles souvent violentes notamment entre voisins. Je n'intervenais moi-même qu'en modérateur ou pour faire préciser certains points. Rares étaient les occasions où le Mokadem 5 devait être chargé d'une enquête préliminaire. Ces séances publiques très suivies maintenaient l'autorité du caïd en contact permanent avec la tribu. À Meknès, je fus nommé contrôleur du 2e arrondissement des quartiers extérieurs de la Médina. En plus des audiences habituelles des califas du Pacha, Ben Chemsi et Ben Daoud, ces chicayas qui se tenaient en ma présence, je m'efforçais de reloger les habitants du bidonville du Bordidje Moulay à Omar dans les maisons que nous les aidions à construire sur les trames sanitaires de Sidi Baba et de l'ancienne autrucherie. Avec le califat, nous constituions de petits groupes de castors, en veillant à y inclure toujours au moins un maçon et un commerçant, qui disposeraient toujours d'un peu d'argent. Une fois les Nouala démolis, je leur faisais attribuer des indemnités d'éviction et mes équipes de bâtisseurs commençaient alors leur travail, encadrés par le service technique du génie rural. Était-ce de l'administration directe ou seulement dirigée ? Nos moyens ne nous auraient certainement pas permis de résorber entièrement le bidonville, mais en tout cas nous nous tenions au plus près du peuple marocain. Nous avons quand même réalisé en 2 ans 2 lotissements importants. Mes autorités trouvaient pourtant que nous n'allions pas assez vite. Je reçus un jour l'ordre de faire démolir sans délai tout un quartier du Bordidje Moulay à Omar. Je refusai purement et simplement d'exécuter cet ordre, alors que commençait la saison des pluies. J'étais parvenu à un degré appréciable de compréhension et d'entente avec mes administrés marocains. Certains me tenaient même informé des activités des milieux nationalistes. Je fus ainsi le premier à pouvoir annoncer à Rabat le débarquement d'importants groupes armés qui venaient d'intervenir clandestinement à Nador en zone espagnole. Lorsqu'un attentat incendia et détruisit une partie du Bordidje Moulay à Omar, je me rendis en pleine nuit sur les lieux avec 2 moghaznis pour toute escorte, une imprudence folle selon certains. Les habitants m'accueillirent en sauveur en disant « Voici le Mouraripsis qui va nous construire des maisons ». Le palais de Moulay Ismaïl, puissant monarque, presque l'égal de Louis XIV, était une véritable ville au vaste jardin où vivaient encore les descendants des esclaves noirs des souverains. Je passais chaque jour entre les hauts murs d'adobe, devant l'ouvroir des Sœurs Blanches et devant la Guédale pour me rendre au bureau des Beni Mamed. Nous étions alors plongés en milieu marocain dans un climat de menaces, d'incendies volontaires, d'assassinats politiques où nous devions nous protéger, ceci jusqu'au malheureux événement de Meknès. En novembre 1956, j'étais encore présent sur les lieux mais je n'étais plus en fonction. Il n'y avait plus de protectorat ni de contrôle civil. J'attendais ma mutation à Paris. On me disait menacé.
Nous devions changer de gîte tous les soirs. À la morgue de l'hôpital, je ne pus reconnaître les corps suppliciés de 2 de mes anciens collaborateurs, un sous-officier et un agent d'encadrement de mes Moghaznis qui étaient restés à leur poste après mon départ. Quand je revins au Maroc, quelques 22 ans plus tard, je devais diriger la négociation d'un accord bilatéral entre nos pays. À l'ouverture des discussions à Rabat, je fus très sensible aux paroles inattendues que prononça le chef de la délégation marocaine rendant hommage au président de la délégation française qui a beaucoup travaillé autrefois avec nous et pour nous. Je tins moi-même à aller saluer quelques jours plus tard Mohamed Ben Chemsi, ancien dirigeant du parti de l'Istiklal à Meknès, qui avait été nommé chef de la région de Rabat. J'évoquerai encore ce pays de grand soleil, verdoyant dans le printemps précoce, mais dur comme ses habitants. Les ruines de Volubilis, étonnante résurgence d'un passé romain enfoui depuis 1000 ans sous la civilisation médiévale de nomades sédentarisés dans leurs mœurs et dans leur religion inchangée. La ville voisine de Moulay Idriss, perle des petites cités marocaines, posée au pied de la montagne éponyme qui est un château d'eau. Avec Colette, ma femme que j'avais rencontrée au Maroc, nous passions indifférents devant ces paysages, occupés seulement à nous-mêmes. Nous sommes montés plusieurs fois à Ifrane dans la fraîcheur. Nous avons habité la maison d'hôte où je tentais inlassablement de dessiner son visage, m'arrêtant seulement impuissant sur ce miroir du visible et de l'invisible, les grands yeux où ma concentration s'épuisait, comme je crois chez Modigliani devant certains portraits de Jeanne Hébuterne aux yeux éteints. L'hiver de 1956, il neigeait sur Meknès. Après 15 jours d'une forte fièvre cérébrale, j'avais la typhoïde et un point de pleurésie, et puis une parenthèse de 2 semaines à Casablanca dans la clinique psychiatrique du Dr Pearson, je revins un beau matin à la vie. Me glissant hors du lit jusqu'à la fenêtre, je m'agrippais pour redécouvrir enfin le monde extérieur. Les pupilles dilatées, je ne pouvais plus me détacher d'un spectacle prodigieux. Au fond de la cour, en bas, le soleil illuminait un chaos des verts les plus profonds, déclinant toute la gamme de leurs tonalités, accrochant çà et là des étincelles de diamants. Ce n'était pourtant qu'un tas de bouteilles vides, bien rangées en plein soleil. Plus tard, sur la plage où ma femme, qui m'avait sauvée, et mon frère, venu lui aussi, me conduisirent, je restais planté devant l'océan, les yeux écarquillés, fixant chaque vague successive qui déferlait, percevant intensément le bouillonnement des ocres, des verts et des bleus, l'écume échevelée qui m'éblouissait et le fracas étourdissant des trompes d'eau s'écrasant sur le sable. Tout mon être engagé dans la vision, je croyais assister à la création du monde. De ma vie, je n'ai ressenti d'émotion esthétique aussi profonde. Ce qui suit est une autre histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.